Bonjour tout le monde. Bon bah voilà, aujourd'hui on attaque le gros, on attaque le lourd, on attaque les jeux à pourvoir. Donc voilà, on connaît très bien maintenant le profil en fait d'une personne toxique. Il y a vraiment, il y a vraiment suffisamment d'explications sur internet pour comprendre le profil de ce que peut être une personne toxique dans notre vie. On va, on va réviser sur la chaîne, plusieurs choses, en fait, pour, arrêter le rythme continu, c'est-à-dire le vortex dans lequel on est, incessant, d'accord? À tourner en rond, incessamment à tourner en rond autour du pot. Parce que faire le profil des personnes toxiques et les fuir, donc c'est ce que conseille tout le monde parce qu'il y a rien à faire et c'est vrai, il y a rien à faire. Par contre, on peut pas passer sa vie à fuir, voyez? On peut pas, on peut évidemment que la solution 1, c'est quand on repère une personne toxique, c'est vrai, il faut la fuir. Il faut la fuir parce que de toute façon, tu vas tout perdre à côté d'une personne comme ça. Tu vas perdre ton identité, tu vas perdre ton énergie, tu vas tout perdre à côté d'une personne comme ça. Donc bien sûr qu'il faut fuir. On en a fait, la définition. Vous savez, ça, c'est des choses qui sont plus ou moins nouvelles. Hein. C'est-à-dire que, comme toute maladie, si vous voulez, il y a une source à ça, il y a une origine à ça, en fait, qui a pris source dans les années 80, en fait. Hein. D'accord donc, donc, je vais décrire un petit peu ça. Je vais commencer par expliquer que il y a eu dans la psychologie infantile, en fait, il y a eu Françoise Dolto. Françoise Dolto, on va dire, qui a lancé un mouvement d'éducation, d'accord, dans les années 80, un mouvement d'éducation pour les enfants, donc la parole de l'enfant, l'enfant est roi. Donc elle a lancé comme ça quelque chose où l'enfant est roi. Donc il y a eu, avec le mouvement Dolto, en fait, énormément d'enfants rois. C'est-à-dire des enfants qui ont, pas forcément tous les droits, hein. L'enfant gâté et l'enfant roi, ça n'est pas la même chose. L'enfant gâté est un enfant qui en demande et les parents répondent à toutes ses demandes. Voilà. L'enfant gâté est dans le «je veux, j'ai». Voilà. L'enfant roi, c'est différent. L'enfant roi, c'est l'enfant qui a toute la place et qui prend toute la place. L'enfant roi, il est dans un repas d'adultes, il prend la parole en plein repas pour parler de son popo, pipi, caca. Et ben en fait, les adultes qui étaient en pleine conversation s'arrêtent de parler pour l'écouter. Ou en tout cas, les parents font en sorte d'arrêter les conversations entre adultes pour écouter l'enfant qui parle de son caca en pleine conversation. Ça, c'est un enfant roi en fait. Ce qu'on appelle l'enfant roi. Un jour, on m'a dit, une femme avec qui je travaillais, hein, parce que vu que je suis guérisseuse, une femme me disait: «Ah non, 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 mon fils, c'est pas du tout un enfant roi, hein, je sais lui dire non, hein, je lui dis non, hein». Bah oui, mais donc l'enfant roi n'est pas un enfant à qui on dit jamais non, hein. Un enfant à qui on dit jamais non, ça s'appelle un enfant gâté. Un enfant roi, c'est un enfant à qui on va dire non, mais on va tout lui expliquer. Il a 3 ans, le petit bonhomme, et à 3 ans, on va lui faire des grandes phrases. «Oh bah tu sais, je ne veux pas parce que patati patata, patati patata, patati patata». À trois ans, le parent lui fait au moins 3 phrases, alors qu'à 3 ans, il a besoin que de 3 mots pour comprendre les choses. Moi, ce que je dis dans la simplicité de la relation parent-enfant, c'est qu'en fait, 1 an, 1 mot. À 1 an, tu dis 1 mot, à 2 ans, tu dis 2 mots, à 3 ans, tu dis 3 mots. À 20 ans, tu peux dire 20 mots, ce qui représente peut-être 2 phrases de 10 mots, une phrase avec une virgule enfin voilà. Je pense qu'à chaque année, on peut rajouter au moins un mot. Tout simplement, en fait. Voilà. L'enfant roi est un enfant à qui, voilà, le parent se baisse pour se mettre à son niveau. Alors le parent s'accroupit pour se mettre à son niveau. Et une fois à son niveau,
le parent lui explique plein de trucs bizarres. Donc l'overdose, on va dire, de psychologie très tôt, trop tôt, ça a créé comme ça des dysfonctionnements en fait. En fait, ça a fait des enfants qui ont pris l'habitude, en fait, dans leur climat familial, hein, qui a toute son importance, qui ont pris l'habitude de prendre toute la place, d'être entendus et d'exister. Papa, je sais pas, papa fait le ménage, l'enfant vient vers papa, bah, papa il temporise pas, il laisse tout tomber pour accéder, en fait, à la présence de l'enfant. Donc en fait, ça construit une personnalité de quelqu'un qui est très, très, très présent, c'est-à-dire quand je suis là, quand je m'exprime, tout le monde doit m'écouter. Et comme je m'exprime bien, parce qu'au fur et à mesure des années, on apprend à s'exprimer, etc., comme je m'exprime bien, comme vu que j'ai appris à m'exprimer, alors la personne en face de moi doit être d'accord. Et si la personne en face de moi n'est pas d'accord, alors que je m'exprime très bien, alors que j'ai appris à m'exprimer, alors que je suis le meilleur dans comment m'exprimer, si la personne en face de moi est en désaccord, alors, et puis là, jugement, gros jugement, alors, cette personne en face de moi, entre guillemets, c'est de la merde, je vais le juger et je vais le punir, d'accord? Car dans tout ce qui est législation, de toute façon, on juge de quelque chose et on juge pour punir, on juge pour se placer. Il a raison, j'ai tort, il est supérieur, il est inférieur, voilà, le jugement. Donc ça va créer ça, si vous voulez. L'enfant roi, quand il rentre à l'école, c'est très, 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 très dur pour lui de sociabiliser parce qu'il est entouré d'autres personnes qui vont avoir la même place que lui. Et il va être énormément frustré de la vie sociale que peut entraîner l'école. En fait, l'enfant roi a de grandes difficultés à être dans un groupe d'amis. L'enfant roi est un enfant qui va être hyper social avec les adultes, c'est clair, et qui va être aussi très dynamique, en tête à tête, avec un ami ou une amie. Mais l'enfant roi ne trouve pas sa place dans le groupe, n'arrive pas à s'épanouir s'il doit être, on va dire, au même level, sur une vibration commune à tout le monde. L'enfant roi n'est pas du tout un enfant qui peut pratiquer le sport collectif, par exemple. Il n'en a aucune capacité, en fait. C'est très difficile pour lui. Ou alors, il va le faire, mais ça va lui demander ça va lui demander beaucoup. Voilà. Mais l'enfant roi qui a grandi comme un roi dans sa vie avec son papa et sa maman, qui n'ont pas divorcé, et qui grandit comme ça, comme un roi, ouais, non, ne fait pas de sport collectif. D'ailleurs, n'existe pas trop dans le collectif, hein. Tout ce qui est association, mouvement de groupe, etc., c'est assez difficile. Il peut adhérer dans des mouvements de groupe à partir du moment où c'est des mouvements de groupe qui vont à l'encontre, en fait, des mouvements sociétaux. Voilà pour ce qui est de l'enfant roi, en fait. Et ça, c'est ce mouvement Dolto, dans les années 80, qui a comme ça lancé, en fait, toute une génération d'enfants rois. Voyez? Donc, ce qui s'est passé, il y a les parents. J'ai 20 ans dans les années 80, je fais un enfant. Voilà. Ces gens-là, qui grande génération d'inconscients, hein. Ces gens-là qui font la leçon à tout le monde à l'heure d'aujourd'hui et à l'heure d'hier d'ailleurs, et qui eux, au moment voulu, n'ont vraiment rien fait, hein. Ces gens-là qui étaient dans l'ultra-consommation, qui étaient dans l'ultra... enfin tout. Bref, j'ai 20 ans dans les années 80, je fais un enfant.
Donc je suis ce mouvement, je suis un bon parent. Donc alors, tous les 20 ans, en fait, à chaque génération, en fait, les parents se doivent d'être un bon parent en suivant, en fait, le mouvement social et développant de l'époque dans laquelle il est. Et donc, dans les années 80, ces parents-là étaient, entre guillemets, sous Dolto, hein. Voilà, ce nouveau mouvement où l'enfant existe, hein. On ne le savait pas, le terme d'enfant roi est venu 20 ans après, hein, mais voilà, à cette époque, on appelait ça l'épanouissement de l'enfant, l'éveil de l'enfant, l'enfant qui existe aux yeux des parents, l'enfant est une personne, etc., etc., etc. Ces enfants-là, de toute façon, les 20 ans en l'an 2000, si vous voulez, c'est toute une génération qui a été scindée en deux, en fait, mais complètement, quoi. Il y avait deux styles d'humanoïdes, on va dire. Voilà, deux styles d'humanoïdes. Deux. D'ailleurs, le 2, la dualité, 2000, quoi. Ces enfants-là, qui avaient 20 ans en l'an 2000, eh ben, c'est ceux-là qu'on a appelés des enfants rois. On a commencé à sortir le terme enfant roi parce que dans les années 90, quand ils avaient 10 ans et plus, en fait, là, ils ont commencé à prendre beaucoup de place. Donc, tous les professionnels, les enseignants, ça commence bien souvent par les enseignants ou les animateurs, tous ces gens-là, tous les professionnels qui travaillent dans le monde de l'enfance au niveau de l'éducation, dans le monde de l'enfance au niveau du loisir et dans le monde de l'enfance au niveau de l'accompagnement. Donc là, c'est vrai que dans les années 90, le terme d'enfant roi a commencé à venir. Ça a commencé à venir. Et dans les années 2000, il y a eu une explosion de souffrance, de ouf, quoi. Un nombre incalculable de gens qui allaient chez le psy, qui étaient en souffrance pour des choses. Alors, au tout départ, en fait, les psychologues étaient un petit peu, on va dire, surpris de la clientèle du moment. En tant que professionnels, ils parlent entre eux et les choses se sont développées. D'accord ? Donc, on a compris à cette époque-là les histoires de jeux de pouvoir et on a commencé à sortir le terme pervers narcissique, ce qui est une définition. Ça veut dire beaucoup de choses, pervers narcissique. C'est la perversion, ça veut dire on fait les choses à l'envers, d'accord, narcissique, pour soi-même. C'est-à-dire que l'enfant roi, qui a été bloqué dans des comportements je dois exister pour les gens, quand il s'est retrouvé dans ce stress sociétal, dans ce mouvement de groupe, que ça soit à travers le travail, à l'école, le professionnel, le social, bref, quoi qu'il en soit, cet enfant-là a gardé en lui le phénomène de si personne ne s'arrête quand je suis là, ça veut dire que j'existe pas, au secours. Donc panique à bord dans sa tête. Donc en gros pour lui c'est la mort. Et la mort est effrayante au petit âge, d'accord ? Au petit âge, on va dire, allez, dans les moins de 11 ans, hein, je parle des 11 ans parce qu'on reverra ça, enfin on le sait, 11 ans, l'âge de raison, c'est quand la raison quand on commence à raisonner en fait. Mais dans cette inconscience totale, dans cette vie brutale, dans laquelle on est à moins de 11 ans, on met en route comme ça des mécanismes de protection parce que si je parle et que personne ne m'écoute, ça veut dire que je suis mort, ça veut dire que je suis invisible, ça veut dire que je suis transparent, ça veut dire que j'existe pas. Il se passe des choses comme ça dans la tête de l'enfant, d'accord ? Donc, il va développer comme ça des comportements pour pouvoir exister aux yeux des autres. C'est pour ça qu'il est bien dans les rapports intimistes à une personne, parce qu'il est très bien avec un seul ami, parce qu'avec un seul ami, l'ami, il en fait ce qu'il en veut. C'est-à-dire, l'ami lui donne réponse à ce qu'il est. Il peut exprimer sa supériorité auprès d'un ami, et cet ami, son proche, lui est utile, parce que du coup, dans le monde sociétal, dans le mouvement de groupe, il est deux. Tous les autres, ils sont tout seuls, mais lui, il est déjà deux.
Donc, boum, il prend le temps d'avance. Il prend la force d'avance, en fait. Voilà. Et c'est une survie pour lui. C'est un besoin pour lui, en fait. C'est un besoin qui se fait vital parce qu'il est dans quoi? Il est dans la peur de la mort. Il est dans la peur de la mort, il est dans la peur de l'invisibilité, d'accord? Il est dans la peur de l'inexistence. Donc, c'est des peurs qui sont énormes. Hein, voilà, c'est énorme de vivre ces peurs-là quand on est enfant. Hein, c'est très grave et c'est énorme. Ça va enclencher ce genre de comportement. Donc, les autres me sont utiles pour exister. S'il n'y a pas les autres, je ne peux pas exister. Ma façon d'exister, c'est moi quand je m'exprime, tout le monde doit se taire autour de moi pour m'écouter. Et qu'on me dise oui ou non, j'ai quelque chose à dire de très important parce que j'y ai travaillé, parce que je suis vraiment, on va dire, le meilleur dans ma façon de m'exprimer. On va dire ça que ça. Donc on doit me dire oui. C'est tout ça que développe un enfant roi. Voilà. Dans la cour de récréation, il va être d'abord quelqu'un avec qui il s'entend très bien, quelqu'un qui va pouvoir, voilà, on va dire, modeler, hein, à son désir. Bah, quel est son désir? Bah, survivre à sa propre mort, hein, survivre à l'invisibilité. Et puis à deux, bon, ils vont organiser comme ça des mouvements de groupe, hein, parce qu'ils sont deux. Hein, donc, ils vont prendre, voilà, ça va être un petit peu comme ça. Cet enfant roi qui grandit à 20 ans dans la vie sociale a fait vraiment des grosses catastrophes. Donc, c'est en l'an 2000 que les professionnels avaient déjà vu apparaître dans les années 90 un enfant roi. Et puis, dans les années 2000, ont bien vu que c'est sans doute un enfant roi qui fait un pervers narcissique. Hein. Dans les cabinets de psycho, là, il s'en est passé des choses. D'accord? Donc, merci les professionnels qui ont bien travaillé. On se retrouve là, c'est vrai, dans les années 2000, avec un nombre incalculable de personnes souffrantes. De 2000 à 2010, un nombre incalculable de personnes dans des souffrances immenses. Des pertes d'identité, des pertes de vie, des troubles familiales immenses, énormes. Et là, les accompagnants n'avaient pas encore de solution à cette époque-là. Par contre, au fur et à mesure qu'il y a eu un nombre, on va dire 70% de la population qui vivait ça, d'un coup, les choses ont évolué. Et effectivement, à partir de 2010, on va dire 2015, d'accord, le terme pervers narcissique a été voilà, posé. Aujourd'hui, on appelle ça des gens toxiques parce que le terme pervers narcissique est un petit peu précis et on ne peut pas dire ça pour tout le monde. D'accord? Dans les jeux de pouvoir, il y a beaucoup de choses. Il y a la domination, la perversion, la manipulation, la supériorité, le jugement. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Alors, maintenant, on se réduit au mot toxique. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut comprendre pour nous-mêmes dans notre vie, d'accord, c'est que quand je dis sortir du mouvement cyclique, sortir du vortex, c'est-à-dire que les jeux de pouvoir sont une triangulaire, d'accord? Il y a, c'est le triangle de Cartman, d'accord? Qui, voilà, ça a été le triangle, la dramatique humaine, en fait. C'est la base de toute forme de drame humain, en fait. Drame psychologique, hein. Qu'est-ce que le drame? Bah, c'est quand tout s'effondre à l'intérieur de toi. Hein. C'est quand le nuage gris n'est plus au-dessus de ta tête, mais quand il est dans ta tête. Et là, ça commence à être dramatique. Parce que quand le nuage gris il est dans ta tête, ben, quand il pleut dans ta tête, ben, en fait, il pleut dans ton cœur et ça devient dramatique. Il se passe des choses monstrueuses. Donc voilà, le triangle de Cartman, c'est bourreau, sauveur, victime. Bourreau, sauveur, victime. D'accord? Donc,
qu'est-ce qu'on explique par cette triangulaire? Vous voyez, quand on passe eh ben, la triangulaire, si on veut passer de l'un à l'autre et de l'un à l'autre pour sauveur Mectib, ben, en fait, ça fait un rond comme ça. Donc ce triangle-là, ça explique, comment dire, en général, la généralité des comportements humains. Et en fait, on est tous là-dedans. Aujourd'hui, ce qu'on a compris, c'est qu'on est tous dans cette triangulaire. Donc, l'apparition de certaines techniques de développement personnel est faite pour sortir, enfin, est apparue pour sortir de cette triangulaire. D'accord? La spiritualité va servir aussi à sortir de cette triangulaire. D'accord? On va dire, la psychologie nous a servi à comprendre cette triangulaire et à comprendre que l'intérieur de nous était intéressant. Donc la psychologie, c'est quand même comprendre que on peut se donner des soins et en se donnant des soins, bah, on va aller mieux. La psychologie nous sert à comprendre que à l'intérieur de nous, il y a tout un monde invisible, certes, mais quand même existant et intéressant à prendre soin, la psycho. Le développement personnel, c'est des exercices issus de psychologie, d'accord? On choisit une voie directe, d'accord? On fait des exercices, on a des résultats et c'est très bien comme ça. C'est pas mal, il n'y a pas à critiquer ça. Seulement, le travail de fond n'a toujours pas été fait. Donc la spiritualité, c'est encore plus développant, c'est-à-dire que la spiritualité va te donner les vraies réponses à ce qui t'arrive dans la vie. Et quand on a des vraies réponses à ce qui arrive dans la vie, d'accord, bah, on peut se séparer vraiment du problème. Et ça, c'est important quand même. Ça a quand même toute son importance. Dans la spiritualité, on va quand même effectivement trouver des réponses, des techniques utiles, rapides, efficaces, en fait, pour se sortir de nos problèmes. Et en fait, très simplement, le plus simplement du monde, 90% de nos problèmes sont issus de cette triangulaire des jeux de pouvoir. 90% de nos problèmes sont issus de cette triangulaire. Donc cette triangulaire, on va la décortiquer au fur et à mesure des vidéos, d'accord? Là, c'est la première vidéo, d'accord? Et on va décortiquer cette triangulaire parce que on va réussir à comprendre que en fait, on ne fait que ça. On passe du bourreau à la victime, au sauveur, à la victime, au bourreau, au sauveur. On tourne en rond comme ça. On tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond. Et ça dure des années. Des années. Donc voilà pour aujourd'hui. Voilà pour aujourd'hui, les amis. Cette base-là, de la base du pourquoi. Pourquoi il y a eu des enfants rois, pourquoi il y a des gens toxiques. On va dire la construction, enfin pas le pourquoi, mais la construction de ce qui peut faire un toxique, vite fait. Hein. Mais surtout, en fait, comprendre que la base de tous les drames humains se trouve dans cette triangulaire du triangle de Karpman. D'accord? On peut faire fierté dans chacune des positions. Faire fierté en tant que victime, en tant que bourreau, en tant que sauveur. Et alors être supérieur au monde entier. Hein. On peut souffrir et porter, d'accord, des souffrances indescriptibles, innommables, en faisant les trois. En étant bourreau, en étant sauveur, en étant victime. Moi, je connais des bourreaux qui sont dans des souffrances incroyables. De toute façon, tout comme à l'époque, il y avait les trancheurs de tête, là, vous voyez, ceux qui avaient la capuche, bon, le vrai bourreau, là. Ben, il y avait des bourreaux, ça va, leur métier, ça passait, ils arrivaient à le faire, puis il y avait des bourreaux qui vivaient mal le truc, quand même. C'était pas ouf. Hein. Donc, bon, voilà pour aujourd'hui.
le triangle de Karpman. Vous pouvez faire votre recherche. Moi, je vais continuer de vous en parler. Parce que ce qui se passe, c'est que même les gens qui connaissent cette triangulaire, en fait, ils la connaissent vite fait. Oui, 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 oh bah oui. Par exemple, j'ai jamais été bourreau. Bah, évidemment. Personne ne veut se regarder dans la glace et en plus regarder nos ombres, les voir et les accepter, c'est difficile. Hein. Mais il n'y a pas que ça. Parce qu'il y a aussi, comme je l'ai dit, le bourreau qui souffre. Donc dans notre être souffrant, quand on se regarde, on se dit « Ah bah là j'ai souffert, donc je suis une victime ». Bah ouais, mais non. C'était une souffrance de bourreau. Donc on va décortiquer ça. Et puis un par un, voilà, dans la prochaine vidéo. Ça suffit pour aujourd'hui pour annoncer la prochaine vidéo. Voilà. Donc, plein de bisous, plein d'amour à tout le monde et à bientôt.